Alors, bienvenue pour cette 5e séance du Festival du film de Montreuil, du 11e Festival du film de Montreuil, en partenariat avec Rancaro Méliès, toujours évidemment. Non, pour parler un peu du film, alors c'est un film qu'on est très content de vous montrer, évidemment on peut dire ça de tous les films, mais celui-là un peu plus, pour une des raisons principales, c'est que bon, c'est un film d'animation. Et nous, les films d'animation de Méliès, on les passe tous. Et il faut dire quand même qu'en France, on ne traite pas les films d'animation pareil. À chaque fois que c'est un film d'animation, on essaie de le rentrer dans une case. Nous, on a essayé de sortir de cette logique-là en poussant ce film, en le mettant en compétition pour qu'il rencontre un public le plus large possible. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Le film a été auréolé d'abord d'une sélection à l'Acide au Festival de Cannes, puis ensuite au Festival d'Annecy, où il a eu le Cristal. Donc le Festival d'Annecy, c'est le plus grand festival de films d'animation au monde, et il est reparti avec la récompense suprême. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un des co-réalisateurs. Ils sont deux à la réalisation. Donc s'il vous plaît, je vous demande d'accueillir Sébastien Odenbach, le réalisateur, co-réalisateur de Linda Le Dupoulet. Bonjour, je vous trouve bien courageux d'être dans une salle de cinéma alors qu'il fait si beau dehors. Alors on va tous partir là. Merci d'être là. C'est toujours un peu compliqué de présenter un film, et peut-être que tu peux nous parler du travail que tu as mis en duo avec Kieran Malta, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui aurait dû être là, mais qui a Il est là dans nos cœurs. Bien sûr. Oui, effectivement, c'est un film qu'on a fait à deux. Moi, j'avais déjà fait un autre film d'animation, et elle a fait des films en prise de vue réelle, donc qui ne sont pas dessinés, mais elle a souvent utilisé de l'animation, des petites séquences comme ça dans certains de ses films. Donc quand on dit faire un film à deux, ça veut dire qu'on a tout fait ensemble. On a écrit le film ensemble, sur un désir qui est plutôt le sien d'ailleurs, qui voulait faire un film à destination des enfants, qui voulait faire un film qui rend hommage aux enfants et à l'enfance, sachant que les enfants, être un enfant, c'est pas une histoire d'âge. Voilà, je vois plein d'enfants dans la salle, il n'y a pratiquement que des enfants dans la salle là. Et voilà, donc ça c'était le point de départ. On a écrit le film ensemble et ensuite on a réalisé. Alors ça peut paraître un peu théorique, un peu obscur, surtout quand c'est un film qui est dessiné, quand c'est un film d'animation, on se dit mais alors réaliser c'est quoi, vous avez fait tous les dessins? Non, en fait on a travaillé avec des équipes, avec des gens qui ont travaillé sur les images, qui ont fait le son, qui ont fait les voix, qui ont fait les musiques, et on était ensemble à toutes ces étapes-là, en choisissant d'un commun accord voilà, dans quelle direction on voulait aller et comment est-ce qu'on voulait diriger en fait ces équipes-là. Voilà, donc elle est pas là parce qu'effectivement elle est italienne et qu'elle est à Rome. Vous allez voir que l'Italie est importante dans le film. Elle est en train de terminer une série qu'elle a tournée à Rome au printemps, et voilà, donc c'est pour ça qu'elle est pas là. Elle est désolée de ne pas pouvoir être dans cette très belle salle, une du Méliès à Montreuil. Voilà, mais je le raconterai. Merci beaucoup, on se revoit dans 1h15 pour un échange. À tout à l'heure, bonne séance. Sébastien Odenbach, s'il vous plaît. Donc comme vous n'avez pas eu la chanson jusqu'au bout, je vais finir par la chanter. La lumière et de l'air. Alors, on a à peu près 30 minutes. Et l'idée, c'est que je pose les premières questions à Sébastien, et puis après, la parole tourne. Et je sais qu'il y a des enfants dans la salle. Et si vraiment vous voulez poser des questions, allez-y. C'est difficile au début, mais vous allez voir, ça va bien se passer. Sébastien, la première question que j'ai envie de te poser, c'est, vous avez fait le film à deux, Chiara et toi. Est-ce que vous vous connaissiez avant de faire ce projet? Comment s'est faite la connexion? Et est-ce que tu peux nous parler peut-être de la jeunesse de ce film? Oui, on a déjà collaboré ensemble, ça fait 20 ans qu'on se connaît et qu'on collabore ensemble. Moi, j'ai participé à des films que Chiara a pu faire, donc dans lesquels il y avait des séquences animées, où j'ai participé à des scénarios qu'elle a pu écrire. Et donc voilà, la jeunesse, c'est qu'il lui restait des jours de résidence au Moulin d'Andé, en Normandie. Et elle m'a dit, viens, je voudrais qu'on écrive un film pour les enfants. Voilà.
Ça a commencé comme ça, et puis après, après c'est les mystères de l'écriture, on commence un truc, et puis... Donc on est parti en fait de deux choses. La première, c'est qu'on s'est dit que écrire pour les enfants, d'abord c'était important. C'est un public important, le jeune public, parce que c'est les citoyens de demain, c'est les adultes de demain, donc c'était quelque chose qu'on prenait avec beaucoup de sérieux. Et on a beaucoup parlé du fait que les enfants, ils vivent souvent des injustices. Les enfants, d'ailleurs si, je sais pas, il y a des enfants dans la salle, vous dites souvent c'est pas juste, c'est pas juste. Et est-ce qu'il y a des enfants qui disent c'est pas juste? Levez la main les enfants qui disent c'est pas juste. Il n'y en a qu'une seule pour laquelle c'est pas juste. Je pense qu'il y en a les autres, la vie est juste. Donc on est parti de ça, donc d'un enfant qui se faisait punir de manière injuste par sa maman. Et puis l'autre chose, c'était cette histoire de souvenirs perdus. Quand on est grand, on ne se souvient pas tellement de son enfance, et quand on est enfant, on ne se souvient pas de sa petite enfance. Là, je ne sais pas quel âge vous avez les enfants dans la salle, mais si vous avez 6-7 ans, vous vous souvenez sans doute pas de quand vous aviez 1 an ou 2 ans. Et c'est curieux, on s'en souvient pas, on demande à nos parents, mais c'était comment quand j'étais bébé? Et les parents, eux, ils s'en souviennent. Et donc c'est comme s'ils parlaient de quelqu'un d'autre, un peu. C'est comme s'ils parlaient de quelqu'un qui n'était pas vraiment nous. Et voilà, donc on est parti de ça. Et un film, c'est plusieurs personnes qui travaillent dessus. Je sais que vous avez travaillé avec une décoratrice qui a fait peut-être tout l'univers visuel du film. Est-ce que tu peux me parler de son travail? Parce que c'est une des premières choses qu'on voit dans votre film, c'est son aspect singulier visuellement. Et il me semble que c'était d'emblée, vous souhaitiez faire quelque chose de singulier, ne pas aller vers les choses un peu éculées, etc. Oui, alors on voulait faire un film avec beaucoup de couleurs. On voulait faire un film où la couleur, elle déborde, elle dépasse, elle ne soit pas bien dans les lignes. On voulait que ça déborde un peu de partout, et on connaissait le travail de Margot Dusseigneur parce qu'on l'avait vu travailler sur un autre film qui s'appelle La Traversée de Florence Miaille. Elle était chef décoratrice sur ce film-là. Et par ailleurs, c'est une peintre, c'est une plasticienne, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui fait des ateliers, qui fait des objets, qui fait plein de choses. Et donc voilà, très naturellement, on a souhaité travailler avec elle, et elle a apporté toute cette dimension colorée un peu dingue, quoi, mais qui en même temps... C'est des images qui sont assez simples à regarder, c'est-à-dire que c'est presque comme si un enfant l'avait fait, ce décor. On voit la trace de la peinture, et en même temps c'est très savant en fait, pour faire se juxtaposer des couleurs comme ça. Est-ce qu'il y a une première remarque, une première question? Quelqu'un souhaite prendre la parole? Alors moi en fait je voudrais faire venir quelqu'un sur la scène, si elle veut bien. Est-ce que Anna, tu voudrais bien venir sur la scène avec moi? Donc Anna, je ne sais pas si elle s'en souvient, on va voir. Elle a fait une voix dans le film, elle a fait la voix de Linda Petite, et elle a fait la voix de Pablo aussi. Bonjour. Waouh. Ça va? Oui. Tu veux venir là? Est-ce que tu veux dire quelque chose? Est-ce que tu te souviens quand on a fait les voix avec Chiara? Tu te souviens ou pas? Non. Ben voilà, c'est ce que je disais. Est-ce que tu t'es reconnu? T'as reconnu ta voix? Est-ce que t'as bien aimé les dessins? Parce que c'est bizarre de voir sa voix sur un dessin qui représente quelqu'un d'autre que toi. Parce que c'est pas toi qui est sur l'écran, c'est ta voix, mais c'est pas toi. C'était bizarre ou pas? Non. Non? T'as bien aimé le film? T'as rigolé? Oui. Qu'est-ce qui t'a fait le plus rigoler? Quand la police elle a fait tomber son vêtement et qu'elle était en slip. Bah ouais, c'est rigolo ça. Alors, le personnage que, pardon, hein, c'est un moment un peu... Parce que moi je suis très... ça me fait très plaisir, et Chiara aurait bien aimé être là parce que c'est un personnage très important, le personnage dont tu fais la voix. Voilà, d'abord tu fais Linda Petite, mais Pablo, c'est un personnage très chouette parce que c'est le plus petit de la cité et en même temps il connaît tout. C'est comme si c'était le petit sage, tu vois, il sait où se trouve Linda, et puis il est un peu magicien parce que c'est lui qui lance les pastèques, etc. Il est assez rigolo ce petit Pablo, non, tu trouves pas? Si. Il t'a plu? Il a acheté plein de pastèques.
faut pas faire ça dans la vraie vie. Hein. Si jamais tu montes dans un camion de pastèques, faut pas jeter les pastèques. Et surtout qu'en plus, dans la vraie vie, les pastèques, elles vont pas rebondir comme ça. Elles vont faire... Mais là, comme on est dans un dessin animé, on pouvait faire ce qu'on voulait, en fait. Bon, voilà, c'était notre petit moment un peu, familial. Je pense qu'on peut l'applaudir. Je sais pas, pardon, si... Non, mais nous, il y a une petite parenthèse. Mais Félicie, tu veux retourner avec ta maman? Vas-y. Je vais donner la parole à monsieur. Bonjour, merci beaucoup, c'est un très très joli film. Moi je voulais rebondir juste sur la présence de la petite fille et vous demander comment est-ce qu'on fait pour prêter sa voix à un personnage de film comme ça. Alors, je pense que je vais répondre parce qu'apparemment elle ne s'en souvient pas. En fait, traditionnellement, dans un film d'animation, pour faire un film d'animation, on fait une maquette, on fait un brouillon, on dessine des croquis. Avant de les animer, on fait ce qu'on appelle un storyboard, une animatique, etc. Et pour faire ça, on enregistre en général des voix qui sont des voix de témoins, qui ne sont pas des voix définitives. On fait la mise en scène à partir de ces voix témoins. Ensuite, on enregistre les voix définitives des comédiens et les animateurs peuvent travailler avec les voix définitives. Très souvent, ces voix définitives sont faites dans une cabine, dans un studio, en regardant justement les images, le brouillon, et puis très souvent les comédiens, ça dépend des films évidemment, mais il peut arriver que un comédien vient, il fait toutes ses lignes de dialogue et puis il s'en va, et puis l'autre comédien vient, il fait toutes ses lignes de dialogue et puis il s'en va. Nous on voulait créer de la vie, donc on a fait un peu l'inverse de ça, c'est-à-dire qu'on a commencé le film par faire la création sonore. Nous on voulait pas travailler avec des voix, donc c'est pas du doublage. Les comédiens pouvaient évoluer dans les espaces qui étaient les espaces du film, les intérieurs dans les intérieurs, les extérieurs en extérieur. Tout ce qui se passe à l'école a été enregistré dans une école. Le palier de l'immeuble où les enfants jouent au foot dans l'ascenseur, c'était un palier d'immeuble avec la résonance du palier d'immeuble. Donc tout ça a été conçu pour que justement il y ait du jeu, qu'il y ait des interactions. Tous les comédiens étaient en coprésence. Donc on a enregistré ces voix sur 3 semaines, on a une 50aine d'heures comme ça de voix, mais c'est pas juste des voix, c'est aussi des présences sonores, c'est des présences de respiration, c'est des rires, c'est des cris, c'est des éléments qu'on a aussi volés. Quand Anna est venue, il y a eu tout un travail avec Chiara qui l'a dirigée de mise en condition, parce qu'elle était toute petite, elle avait 2 ans en fait. Et travailler avec une comédienne de 2 ans, c'est pas évident. La plus âgée avait 82, donc voilà, on allait de 2 ans à 82 ans, ou 89, je sais plus, enfin bref. Mais voilà, l'idée c'était de créer ce plateau, c'était un vrai plateau de cinéma, sauf qu'il n'y avait pas de caméra. On n'a pas filmé, on a enregistré en fait par contre tous ces sons. Et ensuite on a monté ces sons, et à partir de ça, on a fait la mise en scène. Alors évidemment, la mise en scène a été prévue avant, c'est-à-dire qu'on avait prévu nos axes, on avait prévu les distances entre les personnages, est-ce que le personnage était au 3e étage et parlait à un autre qui était au rez-de-chaussée, parce qu'on ne parle pas de la même façon. Donc on les a mis dans ces espaces en sachant ce qu'on faisait. Mais les dessins sont arrivés après. Et on n'a pas de voix témoin, on a enregistré tout de suite les voix définitives, comme on travaillait avec les enfants, c'est une matière incroyable, les enfants, et les enfants donc sont des vrais enfants, enfin voilà, c'est pas des adultes qui font des voix d'enfants. Et justement, en parlant d'adultes et d'enfants, j'aimerais te poser une question et poser accent dans la question à la salle. Pourquoi dans le film, en fait, les adultes sont nuls dans le film? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les enfants? Parce que j'ai l'impression que dans le film, tous les grands, tous les adultes, ils sont quand même, ils font pas grand-chose. C'est plutôt les enfants qui font avancer l'histoire, etc. Oui, ça, on trouvait que c'était plus drôle pour les enfants. En fait, les enfants, être un enfant, c'est se casser la figure tout le temps. On passe son temps à tomber, à s'écorcher les genoux, à saigner du nez. On perd des morceaux de soi parce qu'on perd des dents. On se casse tout le temps quand on est un enfant. Et donc, voir un enfant se casser la figure, c'est pas très drôle, c'est normal en fait. Alors que voir un adulte se casser la figure, se prendre les pieds dans le tapis, se prendre des poteaux ou pas réussir à faire ce qu'il veut faire, on trouvait que c'était plus rigolo pour les enfants et peut-être pour les adultes aussi.
de voir les adultes, des adultes qui sont aussi pas performants. Nous, ça nous touchait beaucoup, cette mère de famille qui est seule, qui élève son enfant toute seule, et qui en fait n'y arrive pas. Donc elle voudrait y arriver, et puis voilà, on trouvait que c'était un joli personnage, que c'était une jolie façon de parler de cette relation aussi entre la mère et la fille, voilà, qui était quelque chose aussi au cœur du projet. Est-ce qu'il y a une intervention? N'hésitez pas à lever la main, voilà, on est là pour ça. Et pour prolonger sur tes personnages, chaque personnage a sa couleur. Linda, elle est jaune parce que c'est sa couleur préférée, je crois. Mais comment est-ce que vous avez choisi les couleurs de chacun des personnages? Est-ce qu'il y a un truc symbolique ou c'est juste de l'ordre de l'esthétique? Parce que c'est joli. Alors, le fait d'avoir une couleur par personnage, il y avait plusieurs raisons à ça. Il y a une raison qui est une raison tout simplement économique, c'est que quand on fait une couleur par personnage, ça prend beaucoup moins de temps que quand on en fait 12. Voilà, et donc c'est un film très peu cher, hein, ce que vous avez vu, c'est un film qui est largement en dessous de la moyenne de 2,5 millions. Ouais, donc la moyenne d'un film d'animation en France, c'est 7 millions en long métrage. Donc voilà, et on voulait faire un film très économique, parce qu'on voulait faire un film très libre dans sa narration, dans sa proposition visuelle. Aussi, on voulait aller assez loin, on voulait faire des plans abstraits, on voulait vraiment s'amuser avec ce que l'animation nous proposait de faire, on voulait jouer avec les couleurs. Et donc, faire une couleur par personnage, ça permet d'aller très vite. Faire une couleur par personnage, ça nous rapprochait aussi de l'enfance, parce que c'est comme des gommettes ou des confettis. Il y a un côté très ludique, en fait, là-dedans. Ça permet aussi de faire un point pour le personnage très loin, on le reconnaît. Donc on a des jeux de détails qui sont différents selon que les personnages soient loin ou près ou proches. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a une couleur par personnage. Pourquoi Linda est jaune? Parce qu'il y a une scène, quand on a écrit la scène où Linda sort sous la pluie, on l'a toujours imaginé avec un ciré, vous savez, des cirés jaunes. Voilà, donc Linda a toujours été jaune dans notre tête. Et donc à partir du moment où Linda est jaune, sa mère est orange, sa tante est rose, enfin voilà, tout découle du jaune de Linda. La voisine d'en dessous, Carmen, c'est la voisine, voilà, tout le monde est vert chez elle. Donc Pablo est vert, Fidel et Castor sont verts, Palme vert, enfin voilà, la police est bleue évidemment, enfin bon voilà, c'est un peu comme ça, un peu instinctif aussi, quoi. Mais l'idée c'était vraiment de jouer avec les couleurs. Donc ce qui était intéressant, c'est que la chef décoratrice, justement, elle avait les couleurs des personnages, et quand elle faisait la composition de ses décors et le choix des couleurs, elle savait où étaient les personnages, qui étaient donc des taches de couleurs, quoi. Et donc c'était plus efficace pour travailler. Et donc c'était, elle devait prendre ça en compte évidemment, puisqu'elle savait qu'il n'y allait pas y avoir de modification de couleur des personnages, par exemple quand il fait sombre, ou quand il n'y a pas de jeu sur la lumière, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de choses comme ça, donc voilà, il y a un rapport à l'aplat, c'est quelque chose de volontairement plat, mais ça nous permet de raconter le monde en fait d'une autre manière, de prendre, ça ressemble pas à la réalité, quoi. Voilà, ça ressemble pas à la réalité, et pourtant on a l'impression que ça en parle. Allez-y, madame. Moi, je voudrais juste dire un grand bravo à Sébastien, dont j'ai vu, et à Chiara aussi. Donc j'ai vu la plupart des films, cette sensibilité qui se retrouve toujours, quoi que tu fasses. C'est vraiment, moi, c'est ce qui me touche le plus. Et là, je voulais poser cette question purement économique, mais alors avoir réussi à faire une esthétique qui est absolument incroyable, qui se conjugue avec des contraintes économiques, alors là, je pense que les producteurs devaient être contents aussi, et un double bravo. Évidemment, tout a été fait en France. Tout a été fait en France. Ouais. Toute l'animation a été faite au même endroit. Il y a 7 animateurs. C'est une toute petite équipe. Toute petite équipe. Voilà, il y a une équipe de stagiaires. Je les mentionne parce qu'elles ont été super importantes. Parce qu'il y en a certaines qui sont restées longtemps. Et puis, une partie a été faite. Tous les décors ont été faits à Userche par 2 personnes. Voilà, une partie du film a été faite en Angoulême, mais ça a été très concentré. En fait, on était tout le temps ensemble. C'est-à-dire que Chiara était dans une salle où se faisait le montage, moi j'étais dans une salle où se faisait l'animation, et les 2 salles, il y avait juste une porte entre les deux et une baie vitrée, donc on se voyait, on ouvrait la porte, elle allait voir les animateurs, elle les dirigeait, et moi j'allais sur le montage, et je disais voilà, on était tout le temps en ping-pong, en fait, sur toute la durée du film, donc
Merci. En combien de temps? En 2 ans, entre le début de l'animatique et la fin du film, à peu près 2 ans et 3 mois, quoi. C'est long. Voilà. C'est comme ça. Parfait, merci, bravo. Mais voilà, mais c'est vrai qu'on a pensé le film comme ça, en fait. On a pensé le film directement en pensant aussi à son économie. Ça nous aurait fait bizarre de faire un film qui parle de grève générale et d'injustice avec un budget de 10 millions. Ça aurait été bizarre, quoi. Et puis on voulait aussi voilà, s'amuser, et en fait, plus il y a d'argent, moins on s'amuse. Enfin, j'en sais rien, on s'amuse peut-être différemment. On s'amuse peut-être différemment. En tout cas, voilà, là, on a toujours été très libre. C'est vrai qu'on a été très très bien accompagnés par des producteurs qui ont toujours validé nos choix, y compris ce choix de faire les voix définitives avant tout, ce qui est un peu périlleux, en fait. Est-ce qu'il y a une autre prise de parole? Moi, je voulais t'interroger, vous interroger par extension sur l'aspect contestataire du film. C'est quand même, enfin, c'est un film très beau, très joyeux, très gai, mais quand on réfléchit sur ce que le film raconte, c'est un film qui appelle presque à la révolution, en tout cas d'inverser les valeurs. Et est-ce que cet aspect contestataire était d'emblée dans ce film-là, ou est-ce que ça s'est découvert au moment de l'écriture, plus tard, et voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'aspect subversif du film? En fait, à partir du moment où on parle d'injustice pour les enfants, même si c'est une petite injustice, parce que bon, elle est punie d'avoir volé cette bague, mais elle a aussi perdu son père, ce qui est une autre forme d'injustice. C'est un peu jeune, 1 an pour perdre son père. Et donc voilà, oui, c'est vrai qu'assez vite, en fait, on est arrivé à une injustice plus grande, à parler de choses plus sociales. Après, c'était aussi un ressort dramatique qui était important pour nous, la grève générale. Fait que voilà, tous les magasins sont fermés, c'est une grève improbable. Mais voilà, donc donc effectivement assez vite, c'est arrivé dans le processus d'écriture. Ça coulait de source, en fait. C'était assez évident de parler de ça, et de même que la cité, le fait d'implanter le film dans cet endroit-là particulier, qui est une cité, qui est une petite cité dont on ne sait pas où, mais c'est une cité paisible, c'est une cité. Ce qui nous intéressait dans la cité, c'était le fait que les enfants puissent être libres, puissent se déplacer sans les adultes, que les adultes étaient partis à la manif, et que eux, en fait, c'est presque eux les habitants de la cité, parce que les adultes, finalement, ils travaillent, ils partent le matin, ils reviennent le soir, et ceux qui habitent les cités, c'est les personnes âgées et les enfants. Et donc c'est pour ça que Pablo, il nous plaît bien, parce que c'est celui qui connaît le mieux, c'est presque le concierge de la cité, quoi. Et c'est plus petit. Et voilà, ça nous semblait assez juste. Et puis en même temps, c'est un endroit, on a conçu la cité autour de cette place, un peu vide au début, et puis qui finalement va se remplir d'enfants. Voilà, on a souvent parlé d'agora, on a souvent parlé de place publique. Voilà, donc, et c'est vrai qu'on a très vite revendiqué le film comme un film politique pour les enfants, en fait. Politique dans le sens où de la police, de la cité, quoi. Voilà. Et la politique, elle est là tous les jours, elle est dans notre vie de tous les jours. Donc c'était ça qui nous intéressait, bien sûr. Après, on a souvent aussi parlé du film comme du mauvais élève, de celui qui est au fond de la classe, qui a la bougeotte, qui ne tient pas en place, qui justement déborde, qui vient perturber un peu, mais souvent il perturbe avec tendresse. Bon, on connaît tous des enfants comme ça. Voilà, et je ne sais pas s'il y a des enseignants là par exemple. Mais voilà, c'est des enfants qui peuvent être aussi très attachants, parce qu'on peut comprendre pourquoi aussi ils sont perturbateurs. Et un des aspects qui m'a le plus plu dans votre film, c'est vraiment ces enfants qui sont en liberté, et qui est un peu à contre-temps par rapport à ce que les parents peuvent, le rapport qu'ils peuvent avoir avec leurs enfants, qui est, j'ai le sentiment, un peu plus verrouillé. Et tu disais, enfin moi les moments que j'aime beaucoup, c'est quand les enfants sont aux fenêtres et qui commandent, chuchotent, presque par télépathie, ils commentent, ah, elle s'est pris une gifle, etc. Et je trouvais que c'était vraiment des beaux moments c'est rare de voir des enfants comme ça en liberté, qui jouissent peut-être plus de liberté qu'adultes parce qu'ils n'ont pas de contraintes de travail, etc. Ça, typiquement, c'est quelque chose qui était pas au scénario au départ, et qui a été fait par Chiara de manière instinctive quand elle était à l'école avec les enfants pour enregistrer toutes les scènes de foule d'enfants. Elle les a pris aussi un par un, et elle a eu l'intuition de faire ça. Donc c'est un bon exemple de choses qui a complètement donné un ton au film et influé beaucoup sur la mise en scène. Ce sera peut-être la dernière question. Super.
les enfants, si vous voulez poser des questions, il ne faut pas hésiter. Hein. C'est pas parce qu'il y a des grands qu'il faut avoir la trouille. Bonjour. Bonjour. Déjà, bravo, c'était incroyable. J'avais juste une petite question concernant la technique des décors, parce que la direction artistique est vraiment magnifique. Et je me demandais, vous avez beaucoup de textures et tout, est-ce que vous les avez fait à la main, traditionnellement, ou est-ce que vous les avez fait par ordinateur avec des jeux de textures Comme ça. Bon, ben, voilà. Oui, c'était plus simple en fait de faire comme ça parce que ça nous permettait de pouvoir revenir sur les couleurs. Ceci dit, on est revenu sur pratiquement aucune couleur parce que Margot avait d'abord travaillé, donc Margot du Seigneur, elle a d'abord travaillé sur l'ensemble du film. Elle a fait plein de petites peintures à la gouache. Elle a fait tout le film comme ça de manière abstraite, donc on savait dans quelle direction on allait et ensuite elle a exécuté quelque part, mais elle était très libre de faire un peu pas comme ce qu'elle voulait parce qu'on lui donnait le décor au trait en fait, on lui donnait la structure du décor. Parce que voilà, il fallait que ça se tienne, quoi. Il fallait que les tables soient au bon endroit, et les murs, voilà. Mais après, en fait, à chaque fois qu'on recevait un décor, c'était toujours comme un petit cadeau, quoi. Et on lui a fait refaire très très peu de choses. Et elle nous avait proposé cette idée de carte à gratter, un peu, enfin d'effet carte à gratter pour toutes les scènes de nuit qu'on a trouvé évidemment magnifiques. Et voilà, c'est une des autrices du film, Margot, avec Clément Ducol aussi, qui a fait toute la musique. Voilà, on les considère à même égalité voilà, au même niveau que nous, je dirais, pour la conception du film, même s'ils n'étaient pas là à l'écriture, mais voilà, c'est des gens extrêmement, extrêmement importants pour le film. D'ailleurs, Margot n'a toujours pas vu le film. Eh bien, merci beaucoup à toi, Sébastien. Merci à vous. Bon après-midi. Le film sort le 18 octobre, donc n'hésitez pas à en parler. Il sortira évidemment au Méliès.